Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être ici aujourd'hui et je remercie également Nathalie Deprat et Françoise Datsur qui ont accepté de venir dialoguer au Salon de Toutard ce soir. Françoise Datsur, donc je vais vous présenter rapidement. Vous êtes philosophe, historienne de la philosophie et traductrice et vous avez enseigné dans de nombreuses universités, notamment à Paris 1, Paris 12 et Nice Sophia Antipolis. Vous êtes également présidente de l'école française de Data Analyse que vous avez contribué à fonder et vous avez publié de nombreux articles et ouvrages qui portent notamment sur la phénoménologie allemande et française, la design analyse et l'interprétation de Hölderlin. Des sujets d'études qui pour certains vous rapprochent des travaux de Nathalie Deprat, puisqu'en fait Nathalie c'est à la philosophie allemande, à la phénoménologie et plus particulièrement à Husserl que vous consacrez vos recherches et vos publications. Philosophe et professeur à l'université de Paris-Nanterre, vous êtes aussi l'autrice de romans. Vous avez en effet publié aux éditions 5 Sens à Genève, L'Endroit en 2019 et Déni de ma survie en 2021. Déni ma survie, pardon. Dont la tonalité est plutôt intime et familiale. Mais aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de Martin H., votre dernier roman que nous avons eu la joie de publier aux éditions des Compagnons d'Humanité. Et en fait, dans ce roman, vous entrez plutôt dans la grande histoire en réécrivant donc, le parcours de figures majeures de la philosophie du XXe siècle. Sous votre plume, Hannah Arendt, Edmund Husserl et Martin Heidegger, entre autres, vivent une autre vie que celle qu'ils ont vécue réellement, une autre vie dans laquelle Martin Heidegger donc, devient Martin H. Et change de sexe à la suite d'une opération. Je vais désormais laisser donc la parole à Françoise Datsur pour... Oui, je vais essayer de ne pas parler trop, mais j'ai beaucoup de choses à dire quand même. Je voudrais d'abord dire que j'ai accepté d'emblée de participer à cette rencontre parce que je connais Nathalie depuis très longtemps. Il faut que je dise quand même qu'elle a suivi mes cours de préparation à l'agrégation. Il y avait quand même beaucoup de très bons étudiants à la Sorbonne. Mais elle a été la plus brillante de toutes. Hein. Et alors que ce soit une femme, ça m'a beaucoup plu, vous voyez. Oui. Donc je veux le dire, voilà. Et puis, alors je veux dire aussi que j'avais lu il y a 3 ans, 2 ans et demi au moins, d'un trait Martin H., parce que j'étais très impressionné par la qualité de l'écriture. Et puis, même si je suis resté parfois perplexe à propos de certains passages, puisqu'il y a des choses, je vais le dire, qui m'ont un peu interrogé. Et donc, et puis je me suis dit que ce livre, et c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut dire, ne peut vraiment être apprécié que par ceux qui connaissent un tout petit peu ce qui se cache derrière les protagonistes, vous voyez, parce que pour nous c'est évident, puisque c'est... Mais alors voilà, c'est peut-être une difficulté du livre, et donc évidemment surtout les 3 protagonistes, Heidegger, Arendt et Husserl, qui est quand même là, hein, pas vraiment présent, mais il est là quand même. Oui. Alors, je vais dire d'abord ce qui m'a étonné, hein, c'est que vous faites intervenir justement les fondateurs de la Daseinsanalyse, c'est-à-dire Binswanger, très peu, mais Medarbos, parce que tous deux ont fondé, j'en parlerai peut-être par la suite un peu plus, et puis John Kondrau, c'est le seul que j'ai connu d'ailleurs de tout ça, qui a repris disons, le centre de Daseinsanalyse à Zurich après Medarbos. Alors ça m'a un peu étonné de les voir là, parce qu'en réalité, personne ne les connaît bien en France, hein, à part les gens qui travaillent avec nous dans l'école française de Daseinsanalyse. Par contre, il y a une chose qui m'a inquiété quand même, c'est que Medarbos, qui est suisse, a été accusé, si je peux dire, d'avoir... Alors donc, il a participé à une armée neutre, hein, et il a été accusé par vous d'avoir pratiqué des opérations criminelles sur des détenus, donc d'avoir collaboré avec les nazis, ce qui n'est pas vrai. Par contre, je voudrais quand même vous signaler qu'il y a quelqu'un de très bien qui l'a fait, ça. C'est Victor von Weizsäcker, qui est l'auteur du cycle du cercle de la structure, traduite par Michel Foucault. Il était quand même directeur d'un hôpital dans lequel on a fait des expériences sur des crânes d'enfants assassinés par les nazis. D'ailleurs, il a eu un petit moment difficile en 1945. Hein. Donc vous voyez, c'est plutôt lui que Medarbos, qui lui, suisse, n'a pas été, disons, partie prenante. Alors ce qui m'a aussi un peu étonné, parce que quand même j'ai beaucoup d'admiration pour Hannah Arendt,
c'est que vous l'avez quand même, vous en avez fait une sioniste, alors que si elle a été sioniste entre 33 et 43, parce qu'elle a dû émigrer, vous savez, en France, puis ensuite juive, bien sûr, elle devait quitter l'Allemagne, elle a vigoureusement, disons, pris ses distances par rapport au sionisme après, et ce qui est très important pour moi. Et je vous laisse quand même citer une chose qu'elle a dite qui m'a toujours beaucoup plu. À Scholem, qui était bon, un grand penseur juif, qu'elle connaissait très bien, et il lui reprochait, après l'apparition évidemment de Eichmann à Jérusalem, vous connaissez peut-être ce livre quand même, hein, après cette parution, Scholem lui dit « Mais enfin, vous n'aimez pas le peuple juif ». Et elle répond « Mais non, on ne peut pas aimer un peuple, on peut aimer que des personnes ». Et j'ai trouvé cette réponse extraordinaire, parce qu'elle n'avait pas, elle était vraiment, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Voilà, donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle, et je voudrais dire que il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pas bien comprises non plus par exemple les haha, les RW, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Vous dites à un moment que « et » a suivi M dans son adhésion au nazisme. Mais c'est effrayant ça, parce que le pauvre Husserl, il est accusé là de choses qu'il n'aurait jamais fait. D'ailleurs, vous imaginez ce qui lui est arrivé quand même. Hein. Bon. Alors bon, voilà, j'ai été un peu, voilà, un peu étonné. Alors, il faudrait quand même que je dise, parce que moi, je passe pour une heideggerienne et donc comme une nazie maintenant. Parce que c'est exactement ce qui se passe, hein, et une antisémite, bien sûr, quand vous êtes heideggerien. Je voudrais quand même dire que moi, j'ai vécu 3 ans à Fribourg, et que je ne suis jamais allé voir Heidegger, parce que je pense que je fais une différence, alors on pourra y revenir, entre l'œuvre et l'homme. Et moi, je n'avais pas à aller voir Heidegger, étant donné que quand je suis arrivé à Fribourg, c'était quand même en 61, je savais tout. Parce que tout avait été publié déjà. Hein. Je savais très exactement comment il avait, ce qui avait été son action en 1933, pendant une période courte, il est vrai, mais quand même. Voilà. Donc je tenais à le dire. Et puis je voudrais dire aussi quelque chose, parce que là, vous voulez faire intervenir la vie personnelle des penseurs. Alors là, moi, j'ai une petite réticence, parce que je m'intéresse peu à la vie personnelle des penseurs, voyez. Là encore, je fais une différence entre l'œuvre et l'homme, mais on pourra y revenir, je pourrais vous donner des exemples. Et j'ai connu de près, donc j'ai pas connu Heidegger du tout, je l'ai jamais vu. J'ai beaucoup aimé Eugen Fick, mais je suis jamais allé lui parler, c'était ses cours que j'aimais, c'était tout. Et par contre, j'ai connu de beaucoup plus près Ricoeur et Derrida. Alors bon, la vie personnelle, alors Ricoeur, bon, c'est quelqu'un d'une rectitude exemplaire, mais enfin on a quand même mis en question, il y a toujours une zone d'ombre il y a toujours chez chacun, on a quand même mis en question son passé nationaliste, pour ne pas dire pétainiste quand même, vous voyez, il y a eu un moment où il y a eu un flottement. Quant à Derrida, je l'ai bien connu lui, parce que j'ai quand même suivi il était quand même très important pour moi, il m'a donné envie d'aller écouter Fink à Fribourg. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai jamais pu supporter la manière dont il se comportait, quoi. J'ai aucune admiration pour la vie personnelle de Derrida, que j'ai vu aux États-Unis, que j'ai vu ici. Bon, je vais pas raconter ce qu'il faisait, mais enfin, vous pouvez imaginer, quoi. Alors, pour ce qui est de Heidegger, c'est assez intéressant parce que, comme on parle du genre et du sexe, il faut savoir qu'il a lui aussi, comme Derrida, eu besoin, je cite Heidegger, de l'excitation amoureuse que procurent les aventures sentimentales épisodiques. Et il l'avoue même à sa femme dans une lettre. C'est une lettre que je cite, hein, qu'il écrit à sa femme. Et donc, parce que, voilà, il avait besoin de ça pour écrire et penser. C'est pour ça qu'il en a eu lui aussi, peut-être moins que Derrida, mais quand même pas mal. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Mais enfin, je ne veux pas épiloguer. Je ne pense pas que... Est-ce que c'est une source pour la pensée? Moi, je pense que, personnellement, pour moi, c'est l'enfance qui est une source, vraiment, parce que c'est quelque chose qu'on ne quitte jamais et qui peut, d'une certaine manière, vous motiver, vous voyez. Mais bon, les aventures sentimentales, je ne sais pas. Et puis, je voudrais quand même rappeler quelque chose, parce que Heidegger s'est parfois très bien conduit.
sa femme, j'y reviendrai, hein, c'est une féministe sa femme, j'y reviendrai, elle a eu un enfant avec un ami, 1 an après avoir accouché du fils de Heidegger. Eh bien, qu'est-ce que Heidegger a fait? Il a reconnu l'enfant. Et qui est cet enfant? C'est Hermann Heidegger, qui est le grand, enfin il vient de mourir là, il est mort à 100 ans. De même que son frère, qui était mort l'année d'avant, enfin son demi-frère, puisque, et oui, et c'est lui qui est en charge il était en charge jusqu'à l'année dernière, il est mort il y a 2 ans je crois, je ne sais plus très bien, j'ai noté, non je ne l'ai pas noté, mais il est mort très récemment, en 2021 je crois, ou 2022. Et c'est lui qui est en charge de l'édition complète de Heidegger. Et pourtant, il a appris à l'âge de 14 ans, c'est sa mère qui lui a dit qu'il n'était pas le fils de Heidegger. Voyez. Donc, alors bon, c'est un peu différent, voyez, de ce qu'a fait Derrida quand même, parce que vous savez un peu l'histoire. Non, vous ne la savez pas? Moi, pas précisément. Ah ben oui, il a eu un enfant avec Sylvia Nagadaski, dont vous connaissez le nom quand même, parce qu'elle a beaucoup écrit aussi sur la question du genre. Et il n'a pas reconnu l'enfant. Vous voyez, donc là, voilà, il y a même eu une rupture totale entre eux, parce que, voilà, donc, Heidegger, c'est pas toujours mal conduit, hein, vous voyez, voilà. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, je reviendrai là-dessus. Moi, j'ai des questions, donc, sur pourquoi, et sur disons, les perplexités que j'ai pu avoir dans le roman. Je peux répondre peut-être bien sûr tout de suite, comme ça. Oui, après, oui, ça serait mieux, ça serait mieux. Oui, des questions que vous m'aviez déjà un peu oui, je vous en avais années, dit quelque chose voilà. il y a 2 ans et demi ou 3 ans. Oui. Et que j'avais, sur lesquels j'avais réfléchi. Et donc c'est vrai que concernant Medardbos, c'est vrai que je suis un peu revenue sur les premières choses que j'avais écrites à ce moment-là, donc j'ai tenu compte d'un certain nombre de choses que vous m'aviez indiquées. Et après, c'est vrai que, disons que je ne suis pas sûre que dans le texte, j'indique qu'il faisait des opérations de criminels. Enfin, je ne pense pas que j'ai été jusque-là dans le texte. Oui. Mais bon, l'idée, c'était plutôt d'indiquer en fait que c'est une... Globalement, déjà, l'argument, c'est que c'est une fiction. Donc ça ne recouvre pas la réalité exacte des faits et des vies de chacun des Oui, ça vous aviez bien insisté dans la postface, et c'était pour moi important que vous l'écriviez, cette postface. J'ai bien souligné ça, et en fait l'idée c'était plutôt de tirer en fait des fils, de tirer des possibilités depuis l'effectivité, depuis la réalité, de tirer des possibilités de dimensions qui potentiellement étaient présentes ou pouvaient être présentes. C'est des hypothèses, on n'en saura rien, rien, mais la fiction justement ouvre tous les possibles. Donc, oui, c'était des possibilités. Donc, et en fait, l'idée c'était, et vous l'avez d'une certaine manière dit d'une autre façon, quand vous avez, même en insistant sur le fait que vous étiez très sensible à la nécessité de distinguer l'œuvre et l'homme, et l'homme, que je trouve aussi très important dans des travaux philosophiques. Enfin, je pense qu'on a vraiment besoin de ne pas mélanger tout ça. Et justement, mon propos, c'est plutôt de faire ressortir la contradiction. Donc, on pourrait le reformuler positivement. Oui, on pourrait dire ne pas distinguer l'homme et l'œuvre. Oui. Et justement, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est qu'on voit apparaître plein de contradictions. Absolument. Souvent, à travers ce que vous racontiez de Derrida, de Heidegger ou d'autres. Mais je pourrais donner des exemples qu'il faut avoir en tête. Regardez Rousseau. Il nous écrit un magnifique traité d'éducation, et puis il vit avec une servante avec laquelle il n'a pas d'échange, je suppose, même si finalement il l'a épousée, il l'aimait peut-être, c'est pas un problème, mais enfin il met 5 enfants aux enfants, et les 5 enfants qu'il avait avec lui, il les met aux enfants trouvés. Vous regardez Voltaire. Qu'est-ce que c'est Voltaire? C'est un antisémite notoire quand on le lit, enfin il faut quand même le lire. Et puis en plus, il s'est enrichi sur le dos de la traite des esclaves. Comme d'ailleurs une grande partie des philosophes des Lumières. J'accepterai Condorcet, je crois que c'est le seul qui n'a pas trempé là-dedans. Parce que vous voyez, alors bon, est-ce qu'il ne faut plus lire Voltaire? Est-ce qu'il ne faut plus lire Rousseau? Ce serait quand même dommage pour Rousseau. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, cette discordance entre la vie et l'œuvre,
bon, et puis je ne vais pas parler de Céline quand même. Tout le monde le lit, Céline. Mais vous savez, moi j'ai pu lire les pamphlets parce qu'à un moment donné, ils étaient disponibles. Ben, je peux vous dire que franchement, on ne fait pas mieux. Hein. Oui. Voyez, bon, voilà, on est pris dans ce genre disons, de contradiction entre la vie et l'œuvre. Et bon, voilà, c'était pour ça que je voulais donner ces exemples. Voilà. C'est très important, on pourrait les multiplier. Enfin, en fait, oui, là je donne ceux auxquels je pense immédiatement. Et puis des personnes les plus connues. Enfin, mais en fait, je pense que si on regarde un peu autour de nous, on trouve des contradictions. C'est pour ça que je pense que l'ombre, on la porte chacun en nous. Hein. Alors elle est plus ou moins accentuée selon certains, et plus ou moins, disons, elle peut exciter vraiment le dégoût, mais elle est en tout. Il ne faut pas croire que nous sommes des anges. Non, nous ne sommes pas. Et elle est même, je dirais, plus ou moins visible, et même visible de personnes elles-mêmes. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout un travail que l'on fait qui consiste à mettre de côté. Voilà, à ne plus. Voilà, tout à fait. Pour éviter qu'elles existent. L'autre, c'est Blanchot. Alors voilà, Blanchot, qui quand même a accusé Jaurès des pires choses, qui a participé disons à l'extrême droite française jusqu'en 1944, et puis qui après a fait silence total sur tout son passé. Alors c'est ressorti, c'est grâce à un Américain que c'est ressorti. Ben, vous voyez, et pourtant moi j'ai beaucoup d'admiration pour l'œuvre de Blanchot, que j'avais lu avec passion. Voilà, c'est là où pour moi il y a vraiment quelque chose d'assez... qu'on peut interroger, vous voyez. Donc si on va dans cette dimension de contradiction, ou même d'ambiguïté, d'une certaine manière, à partir de là, c'est vrai que, bon, philosophiquement, c'est pas très facile de travailler cela, parce qu'en fait, on va être, surtout avec... emblématiquement avec Heidegger, mais avec d'autres aussi, bien sûr, on va être pris dans cette sorte d'alternative, en fait. Soit je dissocie l'homme et l'œuvre parce que je considère que l'œuvre, de toute façon, elle est inentamée par rapport à la vie de la personne, ce qui est, à mon avis, une position tout à fait forte. Soit on considère que on va aller chercher dans l'œuvre des traces de la vie. On en trouve nécessairement. Et à ce moment-là, on va avoir un jugement de valeur, on va condamner aussi bien l'homme que l'œuvre. Mais du coup, en philosophie, souvent, on est pris dans cette sorte d'alternative, et ça me semble un peu être une sorte de dead end. Oui, tout à fait. Parce qu'on va pas, on n'avance pas. Si on reste là, finalement, on va être sur des positions qui engagent un peu. Non, mais c'est pour ça qu'un roman comme ça, c'est très intéressant, vous voyez, parce que ça met montrer plus de complexité. Voilà, ça met le point là, oui. C'était un peu ça l'idée. Sans prétendre, avoir... en fait, en essayant de sortir d'un jugement, en fait. En essayant de sortir du jugement, qui est quand même un peu compliqué. On a du mal à ne pas juger, évidemment, surtout quand on a affaire à des faits aussi gravissimes. Mais l'idée, c'était justement de faire une sorte d'époquée sur ce qui a pu se passer, et puis de se situer sur un autre plan, pour faire ressortir toutes sortes d'ambiguïtés qui sont en fait au cœur de l'humain, absolument. De n'importe quel être absolument, humain, nous ne sommes pas des anges, c'est évident que chacun a quelque chose un côté noir en lui, et il faut surtout ne pas se mentir à soi-même et le reconnaître, voilà, c'est évident. Alors c'est plus ou moins gros évidemment, parce que le nazisme, mais enfin il y a eu, moi je suis en train de travailler je vous dis simplement, je suis en train de travailler pour demain je vais parler d'un psychiatre que j'ai connu japonais, et je me suis dit il faut quand même que je me plonge, parce que c'est très intéressant, il a fait partie de l'école de Kyoto. Je me suis plongé dans l'histoire japonaise, et ce que les Japonais ont fait, c'est exactement ce que les Hitlériens ont fait. Si vous savez ils ont tué 50 millions de Philippins, de Chinois, et le Japon qu'on admire, il a ça derrière lui aussi. Et est-ce qu'ils l'ont reconnu? Je ne sais pas, vous voyez. Regardez l'histoire du Japon, c'est assez effrayant, vous voyez. Ça m'a effrayé moi-même, parce que j'aime beaucoup ce pays, j'y suis allé. Alors on a une image, mais derrière, il y a quand même ce qui s'est passé entre 40 et 45, vous voyez. Et voilà. Donc il faut savoir tout ça pour ne pas porter des jugements à l'emporte-pièce, vous voyez, et pour ne pas sacraliser les uns et maudire les autres, parce que malheureusement, voilà. Nathalie, vous aviez des choses à rajouter pour répondre Non, je pense que je voulais surtout insister sur cette dimension de complexité et de... Voilà, tout à fait. Et elle apparaît bien là, justement. Et c'est vrai que j'ai recomposé évidemment les vies de ces personnages célèbres. Et
ça crée des torsions, évidemment que ça crée des torsions, et ça peut mettre mal à l'aise à certains égards, parce qu'on peut avoir, évidemment, on a quand même en tête une vision de Husserl, et bon, moi-même ayant quand même consacré beaucoup de temps à cet auteur qui semble être inentamé, enfin d'une certaine façon, voilà, on a un peu du mal à voir ce qu'on pourrait lui reprocher, sauf à aller regarder évidemment des choses qu'il a pu écrire dans la Crisis. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer, voilà, tout à fait. Il y a quand même des petites choses qui sont... Mais enfin, c'était un homme, c'est à la marge, effectivement, c'est très difficile. Je prendrais bien un verre d'eau, je sais pas s'il y a de l'eau quelque part. J'avais vu passer des verres. Mais donc, du coup, c'est vrai que même Husserl, en fait... Même Husserl, il a son côté noir. En fait, c'est ce que j'ai essayé de montrer, parce que je me disais, au fond, si on est trop manichéen, voilà, on ne peut pas l'être. C'est pas réel, c'est abstrait. En fait, manichéen dans le sens le plus courant du terme, c'est vrai que... Merci beaucoup. C'est abstrait, et c'est vrai que du coup, même si dans la vie de Husserl, il y a peu de choses qu'on pourrait... oui, c'est surtout la fin, évidemment. Il m'a semblé que c'était intéressant, dans le cas d'une fiction, encore une fois, tout peut être potentialisé, c'était intéressant de montrer aussi quelque chose qui peut... qui peut relever d'une forme de trouble. Mais c'est l'intérêt du roman, c'est ça, c'est que vous nous mettez dans le trouble, et c'est très important. C'est un peu ça l'idée. J'ai essayé de transposer mon propre trouble dans l'écriture. Et c'est vrai pour moi, il y avait une phrase qui m'avait, une expression qui m'avait justement troublée en fait depuis toujours, c'est la dédicace que Heidegger fait dans Être et temps à Husserl. C'est quand même extrêmement fort. Quand il lui dit, en témoignage de vénération, faire Ehrung, c'est quand même quelque chose de... écoutez, il faut dire que, elle considérait Heidegger comme son fils. Vous savez qu'il a été reçu dans la famille, et Heidegger s'est très mal conduit là, parce que il a tout lâché en 1933, quoi. Mais il était extrêmement proche. Il allait voir Husserl tous les 2 ou 3 jours. Enfin, il y a des lettres qui le disent, vous voyez. Donc, et je crois que Madame Husserl l'aimait beaucoup. Voilà. Bon. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça m'avait frappé. J'avais en tête aussi ce cadre-là. Alors, il a voulu la remettre, mais pas au même endroit. Bon, oh là là. Puis il n'est pas allé aux obsèques. Alors ça, c'est impardonnable. Il a dit qu'il était malade, mais il n'est pas allé aux obsèques de Husserl en 1938. Vous voyez, bon, voilà, c'est tout le problème. C'est sûr. Mais voilà, donc j'ai pas d'autres pour l'instant de touche à dire, mais c'est déjà bien. Donc là, pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit, vous avez déjà pas mal expliqué les raisons qui vous ont conduit finalement à écrire Martin H. Est-ce qu'il y en a d'autres, en plus de cette recherche de complexité, notamment C'est déjà bien. Oui. Disons que je pense qu'il y a quand même aussi des faits qui sont liés à toute cette polémique qui a surgi de manière encore plus virulente après la publication des Cahiers Noirs, donc depuis une dizaine d'années, grosso modo, et qui moi m'a beaucoup là aussi troublée, et à la fois inquiétée et aussi rendue un peu indifférente à certains égards, parce qu'en fait je trouvais que c'était un faux débat, qu'il y avait quelque chose qui... alors on n'est jamais neutre, c'est vrai que je pense que la neutralité c'est un peu mythique, donc évidemment c'est toujours compliqué du coup de se dire mais comment je vais... qu'est-ce que j'en pense en fait, évidemment. Mais je trouvais qu'en fait il y avait quelque chose qui était mal posé en fait dans cette... d'une part dans cette accusation, y compris avec les révélations qui étaient contenues dans ces cahiers noirs, qui étaient évidemment implacable, concernant le nazisme de Heidegger. Mais en même temps, je trouvais que, encore une fois, cette question était mal posée de savoir est-ce que ça devait nous empêcher de lire Heidegger, est-ce qu'au contraire, il fallait qu'on fasse comme si il ne s'était rien passé. C'était un peu des attitudes un peu polaires qu'on avait des deux côtés. Et en fait, en prenant conscience de cela, puisque ça fait depuis à peu près une dizaine d'années, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, en fait. Il y a une dizaine d'années, c'est là que je me suis dit, mais il faut que j'arrive à sortir de cette sorte d'opposition abstraite qui répond à rien autrement. Je comprends Et en tout à fait, fait. l'idée de cette fiction est née de là.
pour essayer de penser les choses autrement. Alors, moi, en sortant par le haut, d'une certaine façon, de quelque chose qui était enquisté. Je pense que la raison principale, elle est là. Après, pourquoi faire bifurquer Heidegger du côté féminin? Ça, c'est. Ah oui, voilà, mais on va en parler. Après, mais on va en parler. Il y a d'autres questions qui pardon, sont excusez-moi. Voilà, donc pour la motivation principale, elle est quand même d'abord celle-là, en réalité. Et donc, c'est vrai que c'est un roman, vous l'avez évoqué un petit peu aussi, où il y a une grande place laissée à la vie intime et corporelle des personnages. Et en fait, dans un entretien que nous avons publié sur le site des éditions, si ça vous intéresse d'ailleurs, vous nous aviez expliqué que vous aviez été formé par des enseignants-chercheurs qui lisaient pour la plupart la philosophie de Husserl, le fondateur de la phénoménologie, et plus largement l'histoire de la philosophie, à travers le prisme de l'ontologie de Martin Heidegger, selon une approche non genrée de la philosophie et dans un format argumentatif et démonstratif, déconnecté de l'exigence expérientielle en première personne, pourtant essentielle en phénoménologie. Et donc, Françoise Destur, pensez-vous que cette exigence expérientielle en première personne, intime et corporelle, qui est donc mise au premier plan en fait dans Martin H, est souvent oubliée en phénoménologie? Ben oui, oublie en phénoménologie l'expérience en première personne, c'est assez vrai. Je voudrais revenir à Heidegger quand même, parce que Heidegger, en ce qui concerne les rapports aux femmes, il a entretenu des correspondances extrêmement intéressantes avec deux juives d'ailleurs, hein, Hannah Arendt et puis Elisabeth Bloemann. Et alors là, je voudrais citer quand même un passage qui m'a beaucoup intéressé quand j'ai lu ça il y a déjà longtemps. Il écrit, c'était en 1918, il écrit à Elisabeth Bloemann, parce qu'il lui écrivait beaucoup, il y a toute une correspondance qui a été publiée en allemand. Et il lui écrit que, c'est incroyable, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé de lui-même, il y a quand même un petit texte, le chemin de campagne, où il explique qu'il est venu d'une famille pauvre, qu'il a fait des études parce que l'Église catholique lui a permis. Vous savez que son frère n'a pas pu faire d'études, lui. On va dire qu'il bégayait un peu aussi, c'était un problème, mais lui, il a pu faire d'études parce qu'on a aidé ses parents. Son père était tonnelier, enfin, il venait de la paysannerie, vous voyez. Et donc, il en a un peu parlé de lui, mais très peu. Par contre, alors quand il écrit à Elisabeth Bloemann, il faut que je retrouve le texte, bien sûr, il a entretenu pas mal d'amitiés féminines. Et avec Elisabeth Bloemann, qui était enseignante et pédagogue, juive elle aussi, sa correspondance a duré jusqu'à la mort de celle-ci. Sans interruption, elle lui a écrit de l'Angleterre, où elle avait dû partir. Vous imaginez un peu une juive qui continue à écrire à Heidegger alors qu'elle est en Angleterre. Mais alors, en 1918, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il lui écrit, quoi. Parce que dans cette lettre, il lui dit, voilà, je cite, hein, le Dasein académique, ou plus précisément l'existence spirituelle de la femme, n'a pas été un instant pour moi un problème impossible. Donc pour lui, c'est tout à fait normal que les femmes soient des philosophes. Bon, Hannah Arendt l'était aussi. Hein. Et il continue, alors dans la même lettre, il lui explique que Schleiermacher, le fondateur de l'herméneutique, auquel Elisabeth Bloemann voulait consacrer sa thèse, il lui dit que le développement de sa pensée, comme c'est le cas, ajoute-t-il, d'autres penseurs romantiques, il le doit au commerce qu'il a eu avec les femmes. Et alors quand on sait que Schleiermacher, quand même, c'était un théologien, un philosophe, mais aussi un pasteur, hein, on se dit, mais voilà, parce qu'il fallait qu'il y ait des femmes, sinon il n'aurait pas pu développer sa pensée. Vous voyez, c'est intéressant que Heidegger dise une chose comme ça, parce que je crois que c'est vrai pour lui. Et puis pour revenir à sa femme, alors je voudrais quand même expliquer que Elfriede Petri, une féministe déclarée, hein, elle est allée à Berlin au début de la Première Guerre mondiale pour participer au mouvement des femmes. Et elle y a rencontré, et elle est devenue amie de Gertrude Bäumer, une enseignante qui est devenue la présidente de la Fédération des femmes allemandes. Et ce qui est très étonnant et que j'ai jamais compris, parce que j'ai lu ça dans les lettres de Heidegger, c'est que cette femme, elle s'est élevée, mais vraiment férocement contre le nazisme. Hein. Elle n'a pas hésité à déclarer que l'antisémitisme était une abominable propagande et qu'on ne pouvait pas en discuter même. C'était vraiment... Et
elle est restée en contact pendant toute cette période avec Elfriede Petri, qu'on accuse d'être beaucoup plus antisémite encore que son mari, que Heidegger. Oui. Donc tout ça, c'est très très étonnant. Moi, je voudrais quand même dire que j'ai rencontré, il y a une trentaine d'années, la petite fille de Heidegger, de manière tout à fait... j'étais allé voir c'était l'époque où je faisais du russe, et j'avais une étudiante russe qui m'avait invité chez elle, et sa voisine était justement la petite fille de Heidegger qui avait épousé un Français et qui travaillait tous les deux avaient travaillé dans des ONG, et étaient, je ne sais plus où ils étaient maintenant, à l'UNESCO ou ailleurs. Et donc, je l'ai rencontrée et elle m'a dit, voilà, moi j'ai pas lu les œuvres de mon grand-père, pas encore, il faudra que je le fasse un jour, mais par contre, ma grand-mère, qui était une femme qui avait vraiment le sens du social extrêmement développé, c'est elle qui m'a incité pour que je fasse du droit et que j'entre dans une ONG. Vous voyez? Alors voilà, tout ça c'est très étonnant parce que j'ai lu de l'autre petite fille de Heidegger que Elfriede Petri était, donc la femme de Heidegger, était une antisémite épouvantable. Mais elles ne sont pas d'accord toutes les deux, vous voyez? C'est très très étonnant tout ça, donc voilà. Donc on est un peu perplexe par moments, vous voyez, quand on voit ça. Voilà. Alors, pour ce qui est de la transidentité, peut-être qu'il faut que j'en parle tout de suite, parce que c'était un peu votre question. Moi, c'était plutôt par rapport à la place, ou la non-place d'ailleurs, que l'expérience intime a dans la vie. Oui, voilà, c'est à ça que j'ai voulu un peu répondre, là, oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que elle en a une, même si elle est parfois cachée. Oui, elle en a une, voilà, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant de distinguer, c'est entre ce qui relève de la biographie, donc de la vie des personnes, et ce qui relève du vécu intime. Parce qu'en fait, la vie des personnes, d'une certaine manière, ça relève du privé. Moi, je ferais cette distinction entre ce qui est privé et ce qui est intime. Et le privé, c'est vrai qu'on peut dire le privé appartient à chacun. Et ça, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on est censé rentrer. Et ça correspond à la biographie. Tout à fait. À la vie personnelle. C'est un peu de ça que j'ai parlé, moi d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec vous. Et bon, en plus, on est en pleine, comme vous dites, en pleine complexité, même dans le jugement des deux petites filles, qui disent des choses opposées, et dont on ne démêlera jamais vraiment la vérité. Donc d'un côté, à mon avis, il y a cela, et cela, finalement, la philosophie n'a pas forcément à en rendre compte. Non, parce que c'est... Parfois, il est bon de le savoir quand on accuse unilatéralement les gens d'être complètement noirs ou d'être complètement lumineux, vous voyez, parce que c'est ça le problème. Bien sûr, mais il faut, c'est pour ça que je le rappelle. C'est pour montrer que les choses, et encore une fois, il n'y a pas le blanc d'un côté et le noir de l'autre. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, une fois qu'on a éclairé un certain nombre de faits qui ne relèvent pas de la philosophie, mais qui relèvent de sciences empiriques, finalement, positives, on ne peut pas tellement aller plus loin, sinon à chercher d'autres faits, à faire une enquête factuelle, puis de toute manière, qui ne relève pas de la philosophie. Non, qui relève de règlement de compte. Voilà, et puis qui permet peut-être d'avoir une explication scientifique, d'une certaine façon, et on va être sur le terrain positif. Donc, oui, c'est le terrain positif. Moi, je dirais qu'il y a d'un côté cela, et puis de l'autre côté, ce que moi j'appellerais l'intime et le vécu intime, qui correspond de fait à une exigence initiale de la phénoménologie, en tout cas de la phénoménologie de Husserl, et qui en fait a pas forcément été mis en scène, même philosophiquement, de cette manière-là, puisqu'en réalité, ce qui s'est passé très vite, et je pense que le problème de Husserl, c'était justement comment faire droit à des situations qui relèvent de vécus singuliers, dans un cadre philosophique où en réalité on est immédiatement amené à produire de l'universel, donc à produire quelque chose qui doit être généralisable, communicable, et qui du coup ne peut plus se situer, ne peut plus s'arrimer au niveau de la singularité. Donc c'est peut-être une question... et Husserl était quand même caractéristique de ça, parce qu'il y avait cette volonté, et c'était un devoir pour lui d'une certaine manière de mettre ça en sourdine seulement. En même temps, il y a beaucoup de choses chez Husserl qui nous permettent de penser la vie intime quand même. Surtout le dernier Husserl. Mais disons que ce sont des dimensions qui sont un peu dispersées, qui ne sont pas véritablement établies précisément.
Mais enfin, les synthèses, bon, on va utiliser des mots très difficiles ici, mais le dernier Husserl, quand même, il est intéressant de ce côté-là. Les synthèses passives, il a vraiment... on ne peut pas faire un cours là-dessus, mais il y a eu quand même, dans ce dernier Husserl, des choses qui ont beaucoup bougé par rapport à une attitude qui aurait pu sembler complètement, disons, mettant de côté ce côté-là, vraiment. C'est vrai, et en même temps, moi, je ne suis pas complètement satisfaite non plus, parce que je trouve que, évidemment, il y a des avancées dans les thématiques et dans les types d'expériences. Mais oui, parce que... C'est-à-dire au niveau, effectivement, de ce que Husserl a sur le corps, autrui, la passivité. Vous avez travaillé là-dessus essentiellement, en plus, alors. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Oui, traduit et à présent, je ne suis plus vraiment d'accord avec moi-même, en réalité. Plus vraiment satisfaite de cela, parce que je trouve que, en dépit de toutes ces avancées sur des thématiques, évidemment, qui nous rapprochent de questions plus concrètes, on va dire, y compris l'historicité, etc., ou les dimensions même intergénérationnelles. Enfin voilà, on peut vraiment trouver beaucoup d'éléments qui nous rapprochent d'un certain nombre de champs d'expérience qui sont justement plus du côté seulement de la logique, des mathématiques. Donc on peut dire qu'il y a une sorte d'élargissement des thématiques et des types d'expériences. Mais en dépit de cela, finalement, dans la manière même de se rapporter à l'expérience, on reste dans quelque chose qui est très structurel. Très, oui. C'est-à-dire qu'on décrit des structures d'expérience, mais on ne décrit jamais un exemple situé par rapport auquel on va pouvoir ensuite établir des généralités d'ailleurs. Mais simplement, la généralité, on va l'établir a priori. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, pour moi, il y a quelque chose qui s'est... en fait, qui ne fonctionnait plus. Même à ce niveau-là, ça ne fonctionnait plus. Et c'est pour ça que j'ai été chercher, alors, la fiction pour moi m'a offert ce genre de matière, de matière première en fait, où je pouvais vraiment décrire cette dimension singulière des expériences sans avoir à recourir à des constructions, des structures, vous voyez, qui auraient dû avoir un statut, enfin forcément pour être entre guillemets philosophique, il fallait qu'elle soit structurée a priori. Et ça pose une question sur finalement est-ce que la philosophie doit nécessairement répondre à cette structuration a priori ou pas Donc après ça pose d'autres questions, mais je pense que la distinction entre le privé et l'intime, de ce point de vue-là, elle ouvre des perspectives intéressantes. Elle permet de penser peut-être autre chose. Donc oui, effectivement, pour moi, la fiction, ça m'a aidé à ouvrir en tout cas une des pistes possibles de compréhension de ce type de rapport à l'expérience. Oui, tout à fait. Et donc, c'est sûr que là, la philosophie, elle est un peu boiteuse, comme disait Merleau-Ponty. Elle n'arrive pas du tout à cerner le problème. En tout cas, cette philosophie-là. Après, peut-être qu'il y a d'autres manières de faire de la philosophie qui permettraient de rendre vraiment justice à la singularité de l'expérience. Oui, je pense qu'il y a des travaux en phénoménologie aujourd'hui qui essayent de le faire, en tout cas. Je pense qu'il y a d'autres possibilités. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça on a des travaux qui vont dans ce sens-là, à mon avis. Tout à fait. Parce que c'est important. Et donc l'expérience corporelle et intime qui va être quand même au cœur de Martine H, c'est la façon dont Martin puis Martine vont vivre leur transidentité, puisque le roman va être traversé par les questionnements de ce double personnage sur son identité, questionnement qui affecte son corps en fait autant que sa pensée. Et donc Nathalie Depraz, je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi de raconter le changement de sexe en fait du philosophe à la fois adulé et détesté qui est Martin Heidegger. Ah mais elle est fort, hein. Ça va Françoise? Ah non, mais moi personnellement, encore une fois, j'ai toujours... C'est vrai qu'il y a de l'ambivalence oui, tout à fait, cette figure. Moi, encore une fois, je peux dire que si Heidegger reste ma référence fondamentale, c'est parce que c'est le philosophe de la déconstruction. Et que la déconstruction, c'est pas un concept derridien. Derrida l'a volé, non seulement à Husserl, il ne le savait pas, mais en plus à Heidegger. Et la déconstruction, moi je suis dans la déconstruction. La déconstruction de l'Occident en plus. Alors c'est ça que je fais, et c'est pourquoi Heidegger reste, vous voyez. Mais il reste comme un annexe, voilà. Donc tout ce qu'on peut dire sur lui ne pose aucun problème. Bien sûr, très bien, très bien. Donc on va pouvoir avancer alors, c'est bien. Je me réjouis. Donc effectivement, pourquoi Heidegger? Pourquoi lui faire subir cette opération? En fait, je joue un peu au début aussi sur le mot d'opération.
Oui, vous l'avez peut-être remarqué, parce que dans les premiers chapitres, en fait, on parle d'une opération, mais on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Oui, là, on est un peu perplexe par moment. Oui, perdu, là. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, l'opération, dans un premier temps, flotte, en réalité, dans son sens, puisque c'est une opération qui est quand même, en réalité, qui est double, parce qu'il y a l'opération en un sens politique, liée au contexte politique. C'est ça. Et il y a l'opération au sens biologique, médical. Et en fait, après, les deux vont se recouper d'une certaine manière, puisqu'il va y avoir une prise de décision de la part de Martin, en fait, de rentrer dans cette opération. Donc de rentrer dans une forme d'engagement, effectivement. Alors le AA, en fait, c'était juste une manière de ne pas vouloir parler des SS. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé, oui, tout c'était un clin d'œil aussi à Orwell. Ça pouvait être les SA aussi. Ça pouvait être les SA. C'était aussi un clin d'œil à Orwell, parce qu'à Orwell, on a les alpha, les bêta, les gamma. Ah oui, d'accord, voilà. C'était un petit peu un jeu autour des lettres. Mais donc il y a ce double sens de l'opération. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les deux se relient de manière assez, curieuse. Et donc le choix en fait de ce personnage, de faire de ce personnage justement un personnage qui va changer de sexe en fait, c'est comment dire, pour moi c'était une manière d'ouvrir d'ouvrir une possibilité. En fait, la féminisation de Heidegger, pour aller dans ce sens, c'est pour moi une manière de... Alors, je vais utiliser un terme, c'est pas exactement ça, mais une manière de là aussi, de le complexifier et de le... J'irais presque dans votre sens, du coup, de le dédouaner d'un certain nombre d'un mode de pensée qu'on va situer du côté justement du masculin, donc du côté du pouvoir, du côté de la maîtrise, du côté de la rationalisation. Et que c'est vrai que tendanciellement on aurait envie de le placer de ce côté-là. Et en même temps, le féminiser, c'était faire apparaître un autre visage qui allait dans le sens... Alors, je ne sais pas si là... Moi, c'était pas exactement la déconstruction que j'avais en tête, mais plutôt justement le fait qu'on a affaire à un penseur qui va, d'une certaine manière, qui sort de la rationalité, donc qui ouvre un espace de la pensée, et qui du coup ouvre quelque chose qui nous fait sortir aussi du pouvoir, enfin qui nous fait rencontrer ce que lui appelle le laisser-être, ce qu'on peut appeler dans des contextes extrêmement orientaux le lâcher-prise. Et qui du coup crée une ouverture qui est assez, qui est vraiment au centre de sa pensée. Et donc du coup et ça c'est vraiment le second Heidegger. C'est le second Heidegger. Celui qui est passé par et qui. Disons que celui qu'on a d'une certaine manière le plus de mal à quand on n'est pas dans la logique interne de sa pensée, celui que beaucoup d'auteurs et de personnes ont tendance à mettre de côté en disant bon. À la rigueur, le premier Heidegger. Parce qu'on sait ce que c'est bien structuré, etc. Mais alors après, le deuxième, vous avez tout à fait raison. On ne sait pas trop ce qu'il a fait. Le deuxième, voilà. C'est bizarre. Oui, tout à fait. Et du coup, moi, j'avais envie de le... Alors, ça apparaît pas explicitement dans le roman, mais en tout cas, la ligne directrice, c'était aussi de montrer cette complexité et passer par le féminin. Ça peut paraître paradoxal, mais c'était une manière, justement, de faire émerger cette dimension au cœur de l'être. Ça lui aurait peut-être plu. Ça lui aurait peut-être plu. Oui, parce qu'il avait quand même le sens du féminin quand même assez aiguisé. Mais moi, ce que je pourrais dire, j'ai traité un peu de la question, de cette question dans un livre qui s'appelle d'ailleurs Déconstruction et phénoménologie, sur Derrida, essentiellement, parce que Derrida s'est intéressé à ça. Il s'est demandé pourquoi Heidegger utilisait le mot Dasein sans... et il y a des textes où Heidegger utilise le mot Geschlecht, et il lui reproche d'une certaine manière d'avoir pas vu l'ambiguïté. Et à mon avis, la langue allemande, elle est différente de la nôtre. Vous savez, on aurait beaucoup moins de problèmes en allemand qu'en français, parce que vous avez deux mots pour dire l'homme. Il y a le masculin, Mann, qui est le sexe masculin, et puis vous avez der Mensch,
qui est l'homme en tant qu'espèce. Et nous, malheureusement, c'est le même mot. Et moi, ça me dérange beaucoup parce que je l'utilise plus maintenant, l'homme. J'ai largué l'homme parce que on ne sait jamais de quoi on parle d'une certaine manière. Alors, il y a tout un texte de Derrida que j'ai commenté là-dessus, où Derrida est assez dur avec Heidegger parce que il lui reproche, il lui dit, il y a un texte où vous parlez du sexe, et vous dites, il y a un seul texte où Heidegger parle du sexe. Alors déjà, Derrida est très étonné qu'il en parle, et Heidegger s'explique en disant que le terme Dasein, c'est un terme qui est avant la différence sexuelle. C'est-à-dire, bon, être, ça veut dire être le là, d'ailleurs, c'est pas être là, c'est quelque chose, c'est un lieu, hein, le sujet, alors ça, moi, je retrouve ça au Japon, je trouve ça formidable, parce qu'il y a tout à fait cette idée que le mot sujet, il faut l'éliminer, parce que c'est un lieu qui s'ouvre en nous et à partir duquel on peut avoir des rapports avec le monde. Et Heidegger insiste là-dessus et il dit que Dasein, c'est avant la différence sexuelle. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais c'est assez intéressant, parce qu'il ne veut pas faire du Dasein ni un masculin, ni un féminin. Et c'était ce que commentait Derrida là, et que j'ai moi-même essayé un peu de commenter, pour montrer que... parce que qu'est-ce qui nous unit, hommes et femmes? Eh bien, c'est peut-être justement le fait que nous avons en nous, en tant qu'appartenant à l'espèce humaine, cette capacité, eh bien, disons, d'ouvrir un lieu à partir duquel nous pouvons nous référer aux choses du monde. Et ça a été très très bien vu par les Japonais, par contre. Si vous lisez Nishida, c'est comme ça qu'il définit le sujet, voyez. Donc, je suis plutôt d'accord avec Heidegger d'une certaine manière, parce que, alors je sais bien qu'on veut toujours, la question du genre réapparaît toujours, mais on ne va pas faire de l'homme et de la femme des espèces différentes quand même. Ça serait grave, à mon avis. Il y a eu, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non, je pense que c'est une piste qui se tient tout à fait. Je trouve c'est très intéressant parce que justement, en plus, avec la langue allemande, on a un das. Donc voilà, la langue allemande, elle est plus facile que la nôtre. Donc ça permet de contourner, disons... Moi, je ne mets plus jamais... D'une certaine façon, ça permet de contourner le problème. Moi, je ne mets plus jamais l'homme. J'ai souvent parlé de l'homme comme ça. Maintenant, je dis l'être humain parce que c'est trop... Il y a quelque chose là de trop genré, c'est le cas de le dire. Voyez. Alors en allemand, on n'a pas le même problème, et voilà, c'est une langue qui est un peu plus précise que la nôtre. Je pense que c'est intéressant parce que ça permet, en tout cas, ça permet d'avoir un fil conducteur où on va considérer que on est soit en deçà, soit au-delà de la différence de genre ou de sexe, et que du coup, on met l'accent sur l'humanité. Oui, parce que... Donc c'est une option. Après, c'est vrai que ça se paye souvent. Moi, je pense que c'est une position qui peut tout à fait être tenue. Après, cette position se paye souvent, malgré tout, d'une neutralisation qui va faire en sorte qu'on va gommer les différences. Oui, bien sûr. Du coup, le problème se retourne, en réalité, parce qu'on perd au point d'avoir, comme vous dites, deux espèces qui seraient totalement hétérogènes et disjointes. Ça, ce serait absurde. On retomberait dans l'abstraction. Mais du coup, on perd la dynamique de différenciation. C'est ça. Parce qu'on perd la possibilité même d'interroger la relation. Et ça, alors, on peut dire qu'Heidegger ne l'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait du tout. Pour lui, ce qui était important, c'est de montrer l'unité, pas du tout les différences. C'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est bien obligé de faire intervenir les deux d'une certaine manière. Et je pense de ce point de vue-là, Derrida a quand même joué un rôle extrêmement important. Oui, parce que lui, il s'est posé la question. Il a écrit 3 textes sous le titre Geschlecht. Oui, justement. 3. Donc, c'est-à-dire Geschlecht, ça veut dire espèce, et en allemand, ça veut dire espèce et sexe. Il y a les deux sens, vous voyez, donc c'est très compliqué d'une certaine manière. Oui, il a été hanté par cette question. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc c'est un autre cadre conceptuel, je pense, qui est quand même intéressant d'avoir en tête. Et bon, tout le travail d'une autre façon, bien plus tôt que Derrida, tout le travail de Simone de Beauvoir, c'est justement de mettre l'accent sur cette différenciation. Sans justement, elle insiste bien aussi au début du deuxième siècle, en fait, sur le fait qu'il n'y a pas non plus à
enfin, il ne s'agit pas d'y voir justement des différences d'espèces. Oui, voilà, bien sûr. Elle n'est pas du tout, elle refuse ça en réalité, mais tout en insistant sur le fait qu'il y a des modalités et des vécus différents. En fait, quand on se situe dans l'expérience concrète, justement, très vite, on arrive à cette nécessité de différencier les vécus. Et donc, du coup, de ne pas reconduire ni l'un à l'autre, ni non plus de faire comme si l'expérience, encore une fois, était une expérience qui était valable pour tout le monde, absolument, qui était universelle. Absolument. Ce qui a quand même été ce qu'on a fait pratiquement tout le temps. Hein. Et au détriment, ça a été au détriment quand même d'un sexe par rapport à l'autre. Enfin, bien sûr. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même important justement de... Enfin, heureusement qu'il y a eu quelques philosophes féminines, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais je voudrais citer là, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, je viens de recevoir un ami qui est américain et qui a très bien connu, parce qu'il est arrivé, moi j'étais dans les années 60 à Fribourg, il est arrivé en 70, et il a très bien connu Hannah Arendt, qui l'a conduit chez Heidegger, parce qu'elle est revenue voir. Hein. Elle est morte quelques mois avant Heidegger, en 75, et elle a renoué avec Heidegger, il n'y a eu aucun problème. Et il a écrit un livre récemment qui s'appelle Three Encounters, 3 rencontres, Heidegger, Arendt et Derrida, parce que c'est un Derridien. Et je conseille ce livre parce qu'il explique comment il a dialogué avec Heidegger, parce qu'il emmenait Hannah Arendt en voiture chez lui, voyez, et que Hannah Arendt voulait le voir. Et c'est quand même très intéressant de voir que là, il y a une philosophe, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui soit de ce niveau-là, et qui, elle a voulu jusqu'à la fin de sa vie dialoguer avec Heidegger. Ouais. Donc j'avais oublié de le lire tout à l'heure, et le livre, je le recommande. Il faudrait même le traduire, d'ailleurs. Le nom de l'auteur? Ah ben oui, j'ai oublié, David Krell. Voilà. David Krell, il est d'origine, son père était d'origine allemande, hein, et il a été, mais il vit en Allemagne maintenant d'ailleurs, il est retourné en Allemagne, mais quand il est arrivé à Freiburg dans les années 70, il a à peu près mon âge, il était lecteur d'anglais à l'université, et donc évidemment, il avait fait une thèse déjà, il connaissait beaucoup de monde, il connaissait Hannah Arendt, et donc Hannah Arendt lui demandait, quand elle arrivait, de le conduire chez Heidegger en voiture. Voilà, parce que... Et c'est assez intéressant de voir que du côté d'Hannah Arendt, c'est assez étonnant, cette fidélité absolue à Heidegger, alors qu'elle savait quand même, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses quand même. Hein. Elle avait dû partir en 1933, exactement comme Elisabeth Lohmann, vous voyez. Et ces 2 juifs sont restés en contact permanent avec Heidegger. Alors bon, voilà, c'est aussi un mystère pour moi, d'une certaine manière, et très, très intéressant. Voilà, j'avais oublié de le dire, et je le souligne. Et donc, je recommande le livre, mais qui n'est pas encore traduit, il est en anglais. Voilà. Et bon, pour finir, j'aimerais revenir à un personnage du livre dont on a déjà un petit peu parlé au début, ce fameux Medard Boss. Nathalie, j'aimerais un petit peu savoir pourquoi vous avez choisi de l'introduire justement dans Martinage. C'est vrai que c'était une de vos questions. Oui, parce que Medard, enfin bon, il a été le suiviste de Heidegger, vraiment, enfin bon. Mais allez-y, répondez. Oui, non, enfin alors moi je connais pas autant de détails que vous, évidemment, sur tout le travail qu'ils ont mené ensemble dans ces séminaires de Zolikon, qui était la petite ville à côté de Zurich où habitait Medard Boss. C'est ça, donc j'ai eu l'occasion de lire ces textes, évidemment, et c'est de ces textes en fait que je suis partie, parce que je trouvais que c'était d'abord quelque chose de très intéressant chez Heidegger, qui avait manifesté cette ouverture concernant précisément concernant les troubles et les pathologies, en fait. Donc le fait d'être aussi intéressé, de vouloir travailler avec un psychiatre et de mieux comprendre, en fait, d'engager un dialogue, je trouvais ça vraiment très intéressant. Ça témoignait d'une ouverture, et ça témoignait aussi justement dans certains des passages de ce livre, on voit apparaître aussi des endroits où on se dit au fond voilà, que peut-être lui-même était particulièrement concerné par un certain nombre de choses. C'est aussi pour ça qu'il était intéressé. Donc je trouve que d'une certaine manière la psychiatrie ou la psychopathologie, c'est un type de champ d'investigation où quand
quand on y rentre, alors soit on y rentre en tant que médecin psychiatre, et à ce moment-là, en général, on ne devient pas médecin psychiatre juste comme ça parce qu'on a un terrain théorique. Enfin, non, la plupart du temps, c'est lié à des raisons personnelles, familiales ou très profondes. Et donc quand on s'y intéresse, même sans être médecin psychiatre, mais en étant en l'occurrence ici philosophe, c'est souvent aussi parce que parce qu'on y perçoit des possibilités de sens qu'on ne trouve pas ailleurs, et un rapport à des expériences dans lesquelles soi-même on a été plongé sans en avoir conscience, et qu'on va chercher à expliciter, à mieux comprendre. Enfin, donc je pense qu'il y a, sans même évoquer le travail qu'on peut faire dans des contextes psychanalytiques, je pense que ce genre de rencontres et de découverte du champ de la psychopathologie, ça répond souvent à des questions profondes que même la philosophie parfois ne nous permet pas d'établir ou de comprendre. Et donc du coup c'est vrai qu'en lisant ces rencontres et les analyses et les textes qui sont sortis de là, j'étais intriguée en fait justement par ce que Heidegger avait pu aller chercher là. Pourquoi cet intérêt, pourquoi cette curiosité, ce qui ne transparaissait pas du tout de tout ce qu'il avait pu écrire avant, en fait, parce qu'il n'était pas du tout, il était parti de la théologie, ensuite il a beaucoup touché la poésie, mais bon, voilà, la psychiatrie, la psychopathologie, c'était pas véritablement son intérêt premier, donc du coup c'est ça qui m'avait intriguée au départ, et je me suis dit au fond, ce personnage, ce psychiatre, qui est devenu un personnage dans le roman, c'était important qu'il joue un rôle central en fait, du fait de ce changement identitaire que je faisais subir à Heidegger. Il fallait qu'il ait une place, il fallait qu'il soit lui-même en fait en charge en réalité de cette transformation profonde que je faisais subir au personnage. Ça ne pouvait être que lui. En fait, c'était vraiment lui qui était le mieux placé, étant donné qu'il y avait une manière aussi de le relier au départ à un cadre historique, de rencontre, et que du coup ça pouvait se transposer alors dans un scénario qui était évidemment beaucoup plus limite, mais où là encore une fois je tirais le fil de ce que je pouvais percevoir de l'intérêt de Heidegger au départ pour la psychopathologie. Et c'est d'autant plus juste que vous ne savez peut-être pas que Heidegger a fait une dépression nerveuse en 1945. Parce que je ne connaissais pas cet épisode, effectivement. Parce que ce qui a été terrible, c'est que Jaspers, qui avait... parce que là, j'ai pu, moi, savoir exactement ce qui s'était passé. Il a été blanchi par les Français. Mais mon mari travaillait en économie avec un de ceux qui avait fait partie de la commission de l'université. On lui a posé la question. Et la commission de l'université a banni, donc il avait été blanchi par la France. Le jugement, on avait dit, mais l'université l'a interdit d'enseignement parce qu'il y avait une lettre de Jaspers. Et ils étaient amis, Jaspers. Ce que j'ai jamais compris, c'est que Jaspers, en 1933, a salué le discours de rectorat. Mais Jaspers, après, sa femme était juive, il a dû quitter l'Allemagne, il était là en Suisse, et il a accusé Heidegger, et pour Heidegger ne plus enseigner, c'était quelque chose... Donc il a fait une dépression nerveuse, et il a été soigné, alors par qui, je ne sais pas. Mais vous voyez, il y avait ça. Donc il y avait une fragilité qui s'est révélée à ce moment-là, parce que pour lui, ne plus enseigner, c'était de plus vivre. Voilà. Tout à fait. Et donc, tout ça, on ne le sait pas, mais c'est important de le dire. Voyez, ça. Alors, je suis obligée de rentrer dans la vie de Heidegger, mais à mon avis, vous voyez, ça va dans votre sens, tout à fait. Parce que l'opération, c'est ça. Oui. L'opération, c'est ça. Elle s'est passée à ce moment-là, d'une certaine manière. Et c'est vrai que le personnage de Jaspers qui apparaît aussi dans le... Oui. Karl. Qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais je n'ai pas compris. Alors, on a 2 lettres. Vous pouvez les trouver, une lettre où il dit on ne peut plus du tout donner la responsabilité de l'enseignement à Heidegger, et puis 4 ans après, il dit maintenant il peut, alors parce qu'il est retourné enseigner, et maintenant on peut l'accueillir, c'est fait, comme s'il l'avait puni, vous voyez, et je pense que Heidegger a vraiment très mal supporté ça, parce que
lui, pour lui, enseigner, c'était vivre. Hein, voilà, et oui, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça va tout à fait dans votre sens. C'est intéressant parce que l'intuition que j'avais concernant Carl Jaspers, donc je ne connaissais pas cet épisode-là, dans la manière dont il apparaît dans le roman, en fait, j'en fais un personnage oui, il apparaît, bien sûr, qui est très important, donc en fait, qui vit en réalité aux États-Unis et donc qui fait partie du staff de Medarbos, il est là, l'hôpital psychiatrique de Medarbos. Et en fait, c'est quelqu'un dans le roman que justement Medarbos et un certain et Vince Wenger d'ailleurs, et Ludwig, vont aller voir. C'est un très vieux monsieur. Oui, puis c'est une référence pour eux aussi. Ils vont le voir. Et en fait, ils vont le voir parce qu'en réalité, il est dans une situation un peu de sidération. Ils ne savent pas quoi faire avec lui. Parce qu'ils n'arrivent pas à le sortir de quelque chose d'extrêmement traumatisant, ils ne comprennent pas très bien ce qu'il a vécu, et ils demandent de l'aide justement à Martin H à ce moment-là, qui les accompagne et qui, d'une certaine manière, elle-même revisite une sorte de trauma initial. C'est ça. Mais là, sans savoir tout ça, étonnant, vous avez très bien compris c'était étonnant, parce que quand on rapporte ça disons, aux événements réels de l'histoire, ça marche très bien.